Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Annales d'Opale. Ici Ethno et aujourd'hui je suis rejoint par deux de mes comparses, c'est masculin, féminin, de toute façon je crois que ça passe dans les deux cas. Donc salut Cook. Il y avait affidé aussi, comme ça, suivant ce que tu mets à la fin, ça marche. J'y ai pas pensé, je suis désolé. Et il y a bien entendu Merlin, des livres de Merlin. Salut à tous. Salut. Content de vous retrouver tous les deux, hein. Franchement, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas fait un petit épisode à 2, 4, 6 mains, du coup, hein, ça fait beaucoup. C'est ça, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés au coin du feu comme ça. Ouais, en plus là le beau temps arrive, c'est la période des petits chamallows au bout des petits bâtons là. Ça c'est cool, j'aime bien moi cette période là, c'est bien. Et tu sais qu'on m'a demandé si on enregistrait avec le bruit du feu en fond. Ah, d'accord. On répondra pas à cette question ici, mais voilà. Si vous On laissera posez la pas question- le mystère. C'est ça, on t'a demandé si on enregistrait dans une forêt quoi. C'est ça. Ouais, d'accord. Ah, on intéressant. trimballe tout le matos tous les week-ends, hop, allez. Excellent, ouais, tu vois comme quoi. Hein. L'illusion est parfaite. C'est ça, la magie opère. Exactement. Et en parlant de magie qui opère et de forêt, je crois qu'on est à peu près raccord avec le thème d'aujourd'hui. J'allais faire le rapprochement, ouais, tout à fait. Avec un classique de chez Classique, parce que bon, vous savez qu'on aime vous présenter ce genre d'histoire. Et là, on va vous parler de Peter Pan. Donc du livre, hein. Ça, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je pense qu'on va être obligé de faire des parallèles avec l'épisode de Disney, enfin avec le film de Disney. Que moi, personnellement, je n'ai pas trop en tête parce que c'est un film, un dessin animé que j'ai pas énormément vu quand j'étais gamin et encore moins adulte. Donc moi je compte sur vous pour faire les parallèles avec le dessin animé de Disney. Hein. Tu peux compter sur nous. Ok. Et on va commencer par une petite bio, hein, comme d'habitude. Cook, c'est toi qui t'y colle, comme d'habitude aussi. Hein. Allez. Alors, Sir James Matthew Barrie, qu'on appellera Barrie maintenant. Il est quand même Sir, hein, ce qui est pas mal. Et il a gagné son titre notamment grâce à son œuvre. Donc c'est un écrivain écossais qui est né en 1860 et qui est mort en 1937 à Londres. Donc il y a une petite ascension sociale, hein, un écossais qui meurt à Londres. Voilà, ça veut dire qu'il a plutôt réussi dans la vie a priori. Alors quand il était petit, sa mère, Margaret Ogilvy, lui lisait des histoires des Mille et une nuits et de Robinson Crusoe. Donc ça vous donne déjà un petit peu l'idée de ce pourquoi il a écrit Peter Pan, hein, puisqu'on est sur des histoires a priori assez courtes, avec des environnements magiques et surtout l'aventure. Donc à l'âge de 6 ans, il perd son frère aîné David, qui était le fils préféré de sa maman. Donc une histoire assez triste. Ouais. Et ça va beaucoup marquer en fait sa personnalité et aussi sa mère forcément. Et dès lors, il va essayer de remplacer dans le cœur de Margaret son défunt frère, jusqu'à imiter sa manière d'être et à enfiler les vêtements de son frère mort en fait. Voilà, pour histoire qu'on entre directement dans les choses positives. Histoire d'égayer un petit peu Voilà. tout ça, quoi. Et il va vraiment essayer de jouer son frère pour consoler sa mère et lui-même peut-être pour faire son deuil. En 1878, il entre à l'université d'Édimbourg et il devient journaliste pour le journal de Nottingham. Voilà, donc il a une formation universitaire, il a fait un master. Enfin, je sais pas si c'était un master à l'époque, mais en gros c'est l'équivalent d'un master. Et il a 2 de ses frères, je crois, qui étaient déjà à l'université. Donc il devait être dans une famille qui avait quand même un peu de moyens, hein, a priori. Et à partir de la fin des années 1980, il publie des pièces de théâtre, des nouvelles et un roman, donc notamment qui a eu un peu de succès, c'est The Little Minister. En 1897, Barrie rencontre dans le Kensington Gardens les enfants, alors Llewellyn Davis. Donc les enfants, les noms vont vous parler, je pense, puisqu'il s'agit de George, Jack, Michael et Peter. Étonnant. C'est une étrange coïncidence. Il deviendra d'ailleurs le tuteur de ses enfants une fois que leurs parents seront morts, puisqu'il va se nouer d'amitié avec les parents. C'est pour eux qu'en fait il a créé les aventures de Peter Pan. Ceci explique peut-être cela. Ok.
Donc histoire et surtout personnage qui va développer dans une pièce de théâtre qui s'appelle tout simplement Peter Pan ou le garçon qui ne voulait pas grandir. Donc voilà, là j'ai fait assez rapidement. Il y a d'autres éléments de sa biographie dont on pourra parler au fur et à mesure, notamment quand on parlera de la relation qu'il a à l'enfance, et notamment du coup des relations entre les parents et les enfants, enfin les adultes et les enfants dans le Peter Pan. Mais je pense que je vais te laisser la main pour faire un petit résumé. Ouais. Alors, concernant l'histoire, je le rappelle, même si je pense que tout le monde la connaît, voilà, hein. Il n'y aura pas vraiment de surprise, parce que ça colle quand même vachement au dessin animé de Disney. Mais on va suivre donc les aventures de Wendy et de ses frères, puisque personnellement pour moi c'est l'aventure de Wendy dont il s'agit. Et tout commence un soir où Peter débarque dans la chambre des enfants Darling, et qu'il se lie d'amitié avec Wendy, à qui il demande de venir au pays imaginaire pour devenir la maman des enfants perdus. Et on verra que ça sera aussi de lui un petit peu. Donc rien que ça, on voit là le manque affectif déjà au level un petit peu élevé. Donc Wendy va accepter, réveiller ses frères et partir en volant vers le pays imaginaire de Peter Pan. Là-bas, ils feront la rencontre donc des enfants perdus, des peaux rouges et surtout des pirates et du capitaine Crochet, qui est, là c'est une question, le véritable antagoniste du roman ou pas. En tout cas, c'est encore une fois mon point de vue. Et de là, des aventures, des batailles et des histoires vont parsemer la vie de tous ces enfants jusqu'à la bataille décisive contre Crochet. Après, reste à savoir si les enfants resteront au pays imaginaire pour toujours ou est-ce qu'ils regagneront Londres pour revoir leurs parents et regagner leur foyer. Donc j'ai fait aussi une petite histoire du livre parce que je pense que c'était important de remettre, même si t'en as déjà brièvement parlé, un petit peu le livre dans le contexte. Déjà, je voulais prévenir ceux qui l'ont pas lu et qui se basent uniquement de ce qu'ils connaissent de Peter Pan sur le film de Disney. On est loin d'être sur une histoire vraiment pour enfants, qui moi je trouve bien plus sombre qu'il n'y paraît. Parce que donc le personnage de Peter, t'en as parlé, est plus ou moins né à la suite du décès précoce du frère de Barry en fait. Et cette empreinte est vraiment, je trouve encore une fois que ça engage que moi, est vraiment marquée sur le roman en fait. Enfin, il y a vraiment cette empreinte de mort, et ça on y reviendra aussi tout à l'heure, qui dénote totalement avec la version vachement édulcorée de Disney en fait, normal parce que Disney fait des films pour enfants. Donc faut pas s'attendre véritablement à un roman pour enfants, loin de là. Et il faut savoir qu'aussi Barry a limite travaillé toute sa vie sur ce texte qui s'est efforcé de faire évoluer au fur et à mesure. Donc la première apparition de Peter Pan se fait dans un texte de 1900 qui s'intitulait Le Petit Oiseau Blanc. Oui, je crois que c'est ça, je crois que j'ai pas fait de bêtises dans ça. Et qui sera décliné après sous forme de pièce de théâtre par la suite. Et ça aussi, pour ma part, je trouve que c'est quelque chose de très important parce que dans la narration, c'est un élément qui m'a fait tiquer, mais ça pareil, j'y reviendrai tout à l'heure. Le roman sort donc en 1911 sous le nom, assez étonnant, de Peter et Wendy, pour finalement devenir tout simplement après Peter Pan avec le nom qu'on lui connaît. D'ailleurs, ouais, donc t'as dit qu'il apparaissait dans une nouvelle avant ça, et il faut savoir qu'il apparaît en tout et pour tout, je crois, dans 4 nouvelles. Et notamment une qui se passe dans le jardin où il a rencontré les enfants Davis. Exactement, ouais. Et en fait, on reviendra peut-être sur ce thème-là après aussi, on va avoir beaucoup de trucs à déblayer. En fait, il a créé toute une mythologie autour du personnage de Peter Pan, des fées, et de la différence de la vision du monde entre les adultes et les enfants. Comment on perçoit le monde et pourquoi les enfants voient des choses que les adultes ne voient pas. Et c'est lié notamment à son enfance, je pense, qui comme son enfance a dû être fortement troublée par la mort de son frère, il a peut-être développé cette deux visions des choses en fait qui cohabitent en une seule et même personne. Et ça se ressent notamment dans les biographies qui sont faites sur lui, où on parle beaucoup de son rapport au jeu JEU, et à l'enfance surtout, au fait que il essaye toujours de rester un enfant quelque part.
C'est-à-dire, il va grandir, il va avoir sa vie d'adulte, etc. Mais sa part d'enfance, il va essayer de la préserver, et je pense qu'il le transmet aussi dans ses œuvres. Sauf que comme son enfance, elle est particulière, pas forcément du fait que de la mort de son frère, hein, il a vécu d'autres choses, hein, donc ça va imprégner sa vie comme tout à chacun. Et je pense qu'il va réussir à transmettre un certain nombre de choses par le biais de l'écriture. Et c'est souvent le cas des auteurs, des grands auteurs, en tout cas ceux qui marquent, c'est qu'ils arrivent à donner une part d'eux-mêmes qui devient une sorte de comment dire, pas d'un discours universel, mais en tout cas quelque chose auquel on peut tous se raccrocher d'une manière ou d'une autre. Et Peter Pan parle un peu à tout le monde, je pense, pas Peter Pan le personnage, mais l'œuvre, parce que en fait il s'agit d'une espèce de mélange de plein d'éléments qui peuvent du coup toucher plein de personnes différentes. C'est ça, c'est exactement ça. On a tous une part finalement de Peter Pan en nous. Et c'est vrai que on sent que Barry il a mis ses tripes dans ce conte. Déjà forcément le fait que Peter Pan représente son frère perdu qui est décédé à l'âge de 13 ans. Donc Peter Pan, même si je pense que dans l'histoire il semble quand même beaucoup plus jeune que 13 ans. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait dans la tête de Barry, à mesure que lui grandissait au fur et à mesure des années, en fait il a gardé l'image de son frère de 13 ans qui lui n'a jamais grandi dans son esprit. Donc là on sent clairement que Peter Pan ça représente son frère décédé. Et par rapport à ce que tu disais Cook, par rapport à Barry, en fait apparemment c'était quelqu'un de très juvénile, aussi bien physiquement que mentalement. Il était assez petit et mince, donc il pourrait aussi s'apparenter finalement à Peter Pan, aussi bien lui que malheureusement son frère décédé. Il avait les cheveux apparemment courts et très noirs, et il a toujours adoré jouer avec les enfants. C'était un merveilleux conteur qui parlait d'aventure. Il y a beaucoup de clins d'œil justement à l'île au trésor, à Barbe Noire, enfin vraiment ces récits de cap et d'épée, d'aventure, tout ce qui est lié à l'imaginaire. Et ça se ressent dans le conte qu'il a voulu créer, en tout cas pour les enfants qu'il a adoptés. Mais grosse nuance, c'est que moi c'est ce qui m'a surpris, et tu l'as évoqué très très bien au tout début Ethno, c'est que certes c'est un livre, c'est un conte pour enfants, mais il y a quand même des scènes très très sombres. C'est que dès le début, moi, ce qui m'a surpris, donc pour retrouver un petit peu le passage exact, donc au début, il y a un petit préambule sur comment Monsieur et Madame Darling se sont rencontrés. Wendy vint la première, puis John et enfin Michel. Et c'est marqué, durant 1 ou 2 semaines après la naissance de Wendy, ses parents se demandèrent s'ils pourraient la garder, car cela faisait une bouche en plus à nourrir. Et là, mais en tant qu'adulte, j'étais très surprise parce que je me dis, mais on raconte... c'est un conte destiné aux enfants. Et là, on commence déjà à sentir finalement l'éloignement qu'on a avec l'adaptation de Disney. En fait, ce qu'il y a... Cook, je t'en prie. Ce qu'il y a d'intéressant dans les quelques commentaires que j'ai pu voir sur le travail de Barry, et notamment sur le Peter Pan, c'est qu'il va avoir autant la capacité de parler aux enfants, avoir une voix de narrateur pour les enfants, et une voix de narrateur qui a beaucoup de recul et qui va plus parler aux adultes. Et ça rejoint ce que tu dis, dans le sens où parfois il va nous parler comme à des enfants, en nous expliquant un élément de l'univers, etc. Et puis d'autres moments, il va être hyper brutal dans la manière dont fonctionne le monde, et surtout avec la mort, par exemple. Et du coup, tu sais jamais vraiment à qui il s'adresse, s'il s'adresse aux adultes ou s'il s'adresse aux enfants. Et même les personnages eux-mêmes, tu sais jamais vraiment si ce sont des enfants ou des adultes. Tu prends les parents Darling. Il y a la scène avec le médicament, je crois que c'est le chapitre 2 ou 3. Ouais, c'est ça, j'avais ça en tête aussi. Où il se comporte complètement comme un gamin, là où parfois les enfants, dans le chapitre d'avant ou dans le même chapitre un petit peu avant, ils jouent au papa et à la maman, et en fait ils imitent complètement ce que font leurs parents, et c'est hyper crédible dans leur jeu.
Et c'est très drôle parce que Monsieur Darling dit ce n'est pas du jeu, parce que en fait Michel a moins de sirop que lui. Sauf que Monsieur Darling est censé être l'adulte, donc il y a vraiment c'est vraiment très drôle que les enfants se comportent comme des adultes alors qu'ils ne veulent pas grandir, et des adultes qui se comportent comme des enfants. Et Crochet on a aussi quelques scènes assez drôles où comment dire, c'est vraiment des enfantillages. C'est vrai que tout se confond à un moment en fait, c'est-à-dire qu'on sait pas où est vraiment la limite pour les adultes et à la limite pour les enfants en fait, qui réagissent des fois comme des adultes et les adultes comme des enfants. Et tout au long, moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une sorte de cercle en fait, de dualité. Tout le temps, il y a beaucoup de contrastes. Et en fait, on remarque, par exemple, pour en revenir sur la mort, la peur et tout ça, que dans ce roman, tout le monde a peur de quelque chose jusqu'à la fin où ça se regroupe. En fait, par exemple, les enfants ont peur des pirates, les pirates ont peur de Crochet, Crochet a peur du crocodile, le crocodile machin, et ainsi de suite. Et j'ai l'impression que il a essayé un petit peu comment dire, de mélanger tout ça pour faire voir aussi que les enfants, quand ils sont confrontés à des situations difficiles, peuvent arriver à réagir comme des adultes. Et les adultes, eux, dans des situations difficiles, arrivent à réagir comme des enfants, en fait. Parce que vraiment, par exemple, on a l'impression que Crochet, c'est un jeu pour lui, finalement, cette bataille avec Peter. Alors que Peter, lui, même si ça reste du jeu, il le prend quand même vachement au sérieux. Je veux dire, il tend des embuscades, il fait des machins comme ça, et c'est assez intéressant, ce côté-là. Et on voit cette dualité sur la réaction des deux parents quand leurs enfants ne sont pas à la maison. Où le père il finit dans la niche du chien, si je me souviens bien. Oui, ouais, et c'est ça, il a un comportement complètement ouais. puéril en fait. Là où la mère elle va avoir un comportement pour le coup plus adulte. Et tu vois deux réactions de deux adultes qui sont complètement opposées. Et ça se voit même dans le. Tu parlais de Crochet. C'est vraiment un personnage qui est terrible, hein, Crochet, quand tu repenses un petit peu à qui il est. Hein, c'est quand même un tueur d'enfants, hein, quand même. Enfin. Dans l'idée. Dans l'idée. Et par contre, il utilise un vocabulaire, même quand il est énervé. Alors, il y a un peu d'insulte, mais disons que l'insulte est plus rigolote qu'autre chose, quoi. On n'est pas tellement dans le langage d'adulte qui s'en prendrait à un autre en voulant le blesser par les mots. Il y a des tournures de phrases et un vocabulaire qui reste assez enfantin, quand même. Enfantin, mais surtout je pense que c'est surtout un vocabulaire de la haute et très poli, parce qu'on apprend aussi que lui il est éduqué en fait, et ça se ressent tout au long du c'est un pirate mais classe, tu vois. En fait un pirate est éduqué, et donc c'est pour ça je pense qu'il sombre pas non plus dans l'insulte et et qu'il y a une certaine retenue dans ce personnage, c'est parce que justement il a eu une éducation. Oui, puis ça se ressent aussi, j'ai le passage sous les yeux, lorsque l'auteur fait la première description de Crochet, il indique que dans sa façon de se vêtir, il signe la mode du temps de Charles II, qu'il ressemblait étrangement aux infortunés Stuart, à la bouche il a un ingénieux fume-cigare de sa fabrication qui lui permet de fumer 2 cigares à la fois, donc ça confirme le fait qu'il ait un certain standing, si on peut dire ça comme ça. Mais sans conteste, la partie la plus rébarbative de sa personne est son crochet de fer. Et maintenant, pour illustrer les méthodes de cet homme, tuons un pirate. Et là, le ton change complètement, parce que ça en fait quelqu'un d'assez élevé, d'assez impétueux, donc pour lui mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Voyons comment les enfants se débrouillent pour tuer un pirate. J'ai trouvé ça vraiment très drôle, la transition entre les deux. En parlant de ça, justement, je parlais de la narration tout à l'heure, je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors moi, personnellement, c'est un truc qui m'a vraiment parlé, et on parlait de théâtre tout à l'heure dans l'intro, et j'ai vraiment eu, moi, l'impression de me retrouver, en fait, face à une scène de théâtre. Alors, c'est pas la première fois dans ce genre de roman qu'il y a des narrateurs qui prennent la parole, en fait, directement. Et pour faire le parallèle avec un truc dont on a parlé il y a pas longtemps, c'est le Hobbit, où Tolkien, lui, a des interventions aussi pendant le récit. Mais lui, en fait, c'est des interventions... comment dire,
qui font des références à la réalité sans vraiment nous sortir de l'histoire, alors que j'ai trouvé que Barry, lui, nous interpelle vraiment en nous sortant carrément de l'histoire pour faire une parenthèse en disant bah voilà, il y a ces faits-là. Et c'est là où j'ai eu l'impression vraiment de me retrouver face à une pièce de théâtre, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment... comme s'il y avait un intervenant sur scène qui venait nous dire « Et maintenant, voilà ce qui va se passer, on peut faire ci, on peut faire ça », que le narrateur partait pour que la scène continue après un petit peu, en fait. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Je pense que ça désamorce les aspects un peu morbides dont on a parlé, qui ponctuent l'œuvre. C'est-à-dire que je pense aussi, comme il y a un intervenant extérieur, en fait, le conteur, le narrateur, ça permet de se dire, en fait, ce n'est qu'une histoire. Et donc, il me raconte un truc, tout ça, c'est pas vrai, et donc, c'est pas grave. Et ça doit jouer, comme effet de désamorçage, quoi, pour dire, les enfants, ils vont tuer un pirate, mais finalement, ce n'est qu'un pirate imaginaire, donc c'est pas très grave. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vu, ça permet de faire un... Ouais, et encore si avec qu'il y avait les pirates... Pardon, excuse-moi. Il nous tutoie en plus, hein. Ah ouais, j'aime pas moi ça. Ah mais c'est pas vous, tu vois, c'est pas le vous, je parle à un adulte, c'est le tutoiement d'un enfant, en fait. Le familier, ou alors comme tu vas parler à un enfant, ou tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça donne ce cocon un peu, tu vois, je te montre un truc horrible, mais bon, tu te rends bien compte que je te raconte que des histoires, quoi. C'est ça, parce que après des trucs horribles, on en parlait, donc comme Merlin disait déjà, c'est vrai que l'intro, quand tu vois qu'il y a des parents qui sont capables de remettre en question la naissance de leur enfant sans savoir s'ils allaient le garder ou pas, et heureusement que la mère insiste un petit peu, parce que sinon la pauvre Wendy, elle se serait retrouvée dans un carton sur le bord d'un trottoir avec un écriteau « Adoptez-moi », et je pense que ça aurait été pareil avec ses frères. Mais ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut dire aux auditeurs, aux auditrices, c'est qu'il n'y a pas seulement des pirates qui meurent, en fait, et c'est que le comportement de Peter est extrêmement dangereux, en fait, aussi, parce que lui aussi, il tue, et pas que des pirates, en fait, c'est-à-dire qu'il en arrive aussi à tuer des enfants imaginaires quand ils grandissent, enfin, les enfants, les enfants de l'île, en fait. Les enfants perdus. Les enfants perdus, merci, Merlin. Il meurt aussi. Et en fait, il n'hésite pas, Peter, à mettre les enfants dans des situations extrêmement dangereuses, comme quand par exemple il quitte l'appartement en direction du Pays des Merveilles. À un moment, le narrateur explique que Peter, lui, arrive à dormir en volant. Il a cette capacité-là parce qu'il est entraîné et tout ça, alors que les enfants Darling, eux, en sont incapables. Et le plus petit, lui, s'endort et chute. Et que c'est Wendy qui est obligée de dire à Peter s'il te plaît, rattrape-le. Parce que sinon le petit s'écrase en fait et meurt littéralement, et Peter, lui dans le jeu, il le laisse chuter limite jusqu'à ce qu'il s'éclate par terre avant de le récupérer en disant c'est bon, je l'ai récupéré. Je trouve ça particulièrement horrible en fait. C'est exactement ça. Et ça me fait penser d'ailleurs, c'est en lien avec le fait que le narrateur intervient dans l'histoire. Quand Peter et Wendy échangent le bouton, le baiser, enfin il y a toute cette scène-là. Et Wendy ramena lentement son visage à sa position initiale et déclara qu'elle porterait désormais ce baiser suspendu à la chaîne de son cou. Heureuse idée qui devait par la suite lui sauver la vie. Donc on sent qu'il prépare un petit peu le terrain. Car la scène donc avec donc quand Wendy arrive près du repère des enfants perdus. Alors attendez, j'essaie de retrouver ce passage en question. L'instant d'après, Wendy s'abattait sur le sol, une flèche plantée dans la poitrine. Point. Et là tu fais ah ouais d'accord, c'est quand même assez violent. Ouais. Et ça c'est Clochette en fait qui de jalousie dit aux enfants perdus de la tuer, de lui mettre une flèche en fait. Mais en fait ça fait partie de pas mal de choses parce que il y a cette inconscience ou inconsistance vis-à-vis de la mort ou de la gravité des situations. Parce que Peter Pan, comme vous avez dit, il met les autres enfants en danger. Mais lui il s'en sort toujours. Il est immortel dans tous les sens du terme, on a l'impression. Et pour lui c'est pas grave, c'est à dire qu'il va tuer quelqu'un, 2 minutes après il aura complètement oublié qu'il l'a fait. C'est ça. Et il y a même ce même truc avec les fées qui finalement ont une durée de vie, une espérance de vie très limitée, puisqu'en fait les fées naissent au même moment que les enfants naissent. Et quand les enfants cessent de croire aux fées, elles meurent. Donc en fait toutes les fées sont vouées à mourir assez vite parce qu'on arrête
quand même assez rapidement à arrêter d'imaginer qu'il y a un monde parallèle, etc. Donc elle meurt assez vite et à un moment Wendy elle questionne Peter Pan sur ça. Et Peter Pan, il a pratiquement oublié qu'elle a existé en fait. C'est pas pratiquement, c'est il l'a oublié parce qu'il lui demande qui est Clochette. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, oui. Il lui demande qui est Clochette et il lui dit de toute façon c'est pas grave, elle est sans doute morte comme toutes les autres. Voilà. Et on a vraiment l'impression que Peter il passe en fait d'événement en événement et qu'il les oublie aussi facilement qu'un gamin qui au fur et à mesure qu'il va grandir ou avancer du moins va oublier le jeu en le lâchant comme ça en se disant putain il y a un autre truc là-bas, il va jouer 2 minutes avec, il va aller voir un autre truc en disant putain c'est pas mal ça aussi et tout, et il y a vraiment cette notion d'oubli qui est facile en fait dans le pays imaginaire quoi. Et c'est pas le seul parce que Michel en vient à oublier aussi sa véritable mère. Ouais. Et tout au long du récit, on sent que il semble en tout cas passer un long moment sur l'île de l'imaginaire. Ils évoquent d'ailleurs plusieurs lunes ou plusieurs soleils qui se sont écoulés. Et ils en viennent à oublier d'ailleurs les garçons perdus qui sont sur place, ils ne se souviennent plus à quoi ressemblait leur mère, ce qu'elle désirait, etc. Il y a un des enfants perdus qui a un souvenir très, très lointain sur, je sais plus, un objet de l'époque de Barry. Et ils se demandent qu'est-ce qu'était cet objet en fait. Donc ils oublient finalement la vie réelle. Mais d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a le retour à la fin des enfants, excuse-moi de te couper, c'est que Wendy se rend compte que ses frères oublient littéralement leurs parents, alors que elle, non, mais c'est pour ça qu'elle décide aussi de rentrer. Et je me posais une question, mais est-ce qu'elle souhaite pas partir parce qu'elle sent que Peter pourrait justement la tuer, elle et ses frères, parce que en fait il y a le fonctionnement du Pays des Merveilles, c'est que dès que Peter se rend compte qu'un des enfants imaginaires, enfin un des enfants perdus, je sais pas pourquoi, grandit, il le dézingue, d'accord. Et Wendy, elle, on sait qu'elle commence à devenir amoureuse de Peter, elle se rend compte que lui de toute façon l'amour il sait pas ce que c'est donc elle l'aura jamais, et l'amour est un sentiment plus ou moins d'adulte, et que à ce moment-là elle se rend compte que côtoyer Peter pourrait être dangereux pour elle et pour ses frères. Et moi, la question qui me fait me poser, c'est que est-ce qu'elle rentre vraiment parce que ses parents, est-ce que ses frères oublient le nom de ses parents, ou elle rentre justement pour sauver ses frères et sa peau des mains de Peter, quoi. Il y a ça et le fait que de toute façon c'est lié. Peter vient la chercher parce qu'il veut une mère pour les enfants perdus. Et le fait de rentrer dans le rôle de mère te fait grandir. Parce que c'est différent d'être une petite fille que d'être maman, c'est pas tout à fait le même rôle. Et là-dessus d'ailleurs c'est assez calqué sur la vie de la propre mère de Barry, qui très tôt a dû s'occuper de ses frères et sœurs qui étaient plus petits, parce que sa propre mère était morte. Et il explique assez bien que elle faisait ses tâches ménagères et ensuite elle avait sa vie de petite fille. Tu vois, elle jouait avec, j'imagine, ses camarades, etc. Et elle avait des désirs de petite fille, ce qui est normal, puisqu'elle était encore toute petite. Mais elle devait aussi endosser les responsabilités d'une mère. Et ça, on le voit assez bien chez Wendy, qui est à la fois, elle est enchantée de voler, d'aller vers le pays imaginaire et de vivre une vie d'aventure, mais en même temps, elle y va pour endosser le rôle de mère. Et elle se retrouve dans cet entre-deux, là où les garçons, à aucun moment ils ont à endosser une responsabilité d'adulte, puisqu'en fait ils ont beau aller se battre avec les pirates, etc. Rien n'a de conséquence en fait. Ils peuvent se faire tuer, mais au final ils seront remplacés par un autre garçon imaginaire, etc. Il y a une sorte d'inconsistance de l'enfance dans ce qu'ils font, quoi. Ouais, c'est ça. Le personnage de Wendy est quand même assez... Moi, c'est celui que je préfère et que je trouve le plus travaillé. Même si, le personnage de Peter, mais... moi, Peter m'a fait moins bonne impression, d'ailleurs, globalement, sur le roman. Hein. C'est vrai que quand j'ai refermé le livre, je suis resté avec une impression quand même assez dérangeante avec ce personnage. Je me suis dit, en fait, je le sens plus dangereux que ce que j'imaginais quand j'ai ouvert le livre, en fait. Alors que Wendy, c'est vrai qu'elle représente à peu près
tout ce qu'on recherche chez une maman, c'est-à-dire qu'elle prend quand même soin des enfants imaginaires, tout ça. Après, je pense que quelqu'un qui lit le livre maintenant, il pourrait y voir la place de la femme un petit peu dégradante ou quoi que ce soit. Enfin voilà, juste bonne à faire la cuisine et les machins comme ça. Après, je préviens ces personnes, voilà, faut remettre l'œuvre dans le contexte. C'était l'époque, c'était comme ça, donc il faut pas aussi prendre peur en lisant le bouquin et être scandalisé de la place qui est et du traitement de Wendy en fait. Mais oui, en effet, elle a quand même un peu le sale rôle parce qu'elle va devoir gérer, alors que c'est une enfant, toute une ribambelle de gamins qui pensent qu'à faire la guerre et à tuer des pirates. Et d'ailleurs, elle fait partie, je crois, si je me souviens bien, des 2 ou 3 personnages féminins. Il n'y en a pas énormément. Je crois qu'il y a une sirène, il y a une peau rouge et il y a Wendy et basta, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et elle a quand même, effectivement, pas mal de responsabilités sur les bras. Et les premiers dialogues qu'on a avec elle, on sent tout de suite donc, sa maturité, le fait que ce soit une enfant qui parle comme une adulte. Lorsque Nana a réussi à attraper l'ombre de Peter et que Wendy propose de la recoudre, donc Peter qui demande recoudre, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais tu es d'une ignorance crasse. Et là, on sent que elle le prend un petit peu de haut, ce qui vexe un petit peu Peter Pan, qui est quand même assez prétentieux. Hein, on va pas se le cacher tout au long du roman. Et on sent aussi que les enfants perdus de l'île imaginaire, ils en ont besoin de cette mère pour aussi les protéger. Il y a un moment où les pirates veulent tendre un piège donc, aux enfants. Barry nous écrit, on voit bien qu'ils n'ont pas de mère. Nous laisserons le gâteau sur la plage de la lagune aux sirènes. Ils vont souvent nager par là et jouer avec des sirènes. Quand ils trouveront le gâteau, ils l'avaleront gloutonnement. Comme ils n'ont pas de mère, ils ne savent pas que c'est terriblement dangereux de manger un gâteau aussi riche et moelleux. Donc clairement, il y a une idée d'empoisonnement, de manger et d'être malade après. Donc le fait d'avoir une mère, d'avoir Wendy, ça va aussi les protéger et éviter qu'ils tombent dans les pièges des différents protagonistes et adversaires. Ce qui est marrant, c'est qu'on revient encore sur cette idée où il y a l'espèce de monde qui rentre en collision, quoi. Les pirates, pour choper les enfants perdus, leur plan, c'est de leur faire manger un gâteau, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. C'est terrible. Et pour rester un peu dans ce mélange, à la fin, Peter Pan, il prend la place de Crochet. Ouais. Et je pense que c'est symbolique, parce qu'il reste pas complètement à la place de Crochet une fois que les enfants perdus rentrent. Lui, il passe encore à autre chose, mais parce qu'en fait, il s'arrête jamais sur une idée. Mais le fait qu'il prenne sa place quand il l'a battu, pour moi, il y a cette idée quand même de est-ce que Crochet et Peter Pan, est-ce qu'ils sont si éloignés de l'un de l'autre ? Est-ce que Crochet, c'est pas la version adulte de Peter Pan ? Eh ben tu vois, c'est marrant que j'allais en venir ici en fait, et pour en revenir à ce qu'on disait au début de l'épisode, c'est-à-dire que tout se mélange en fait pour moi, et que les pirates sont des enfants et que les enfants sont des pirates, parce qu'au final ils se font la guerre, ça veut dire que quelque part ils s'y retrouvent tous. Et comme tu dis, à la fin, une fois que le protagoniste, enfin celui qui est censé être le protagoniste, parce que pour moi Crochet il est aussi dangereux que Peter, meurt, et ben c'est comme si c'était encore cette histoire de cercle qui en finit pas en fait. Il va falloir qu'il retrouve, parce que Crochet est mort, mais il va s'inventer, ou un autre va venir de toute façon, et c'est un cercle sans fin. Oui, je suis assez d'accord avec ça, et de toute façon cette idée de cercle, on l'a assez tôt. Quand on arrive sur l'île et que Barry nous l'a décrit un petit peu, il nous fait cette description, tu disais, par rapport aux peurs, c'est-à-dire que les enfants sauvages... alors les pirates chassent les enfants sauvages, les peaux rouges chassent les pirates, les bêtes chassent les peaux rouges, et ça fait un espèce de cercle. Ça fait un cycle. Le cycle de la guerre, c'est ça. Et après, on peut extrapoler jusqu'au cycle de la vie et de la mort, et on pourrait se dire que tous ceux qui sont dans le pays des merveilles, ils sont plus ou moins morts, et du coup, c'est pour ça que tout est bizarre. Je sais qu'il y a pas mal de théories là-dessus, mais qui sont fondées, puisque je rappelle que les enfants perdus, ce sont les enfants qui sont tombés des landaux, des nourrices, quand ils se promènent à Kingston Garden par exemple, il en parle
dans une des nouvelles. Enfin, une espèce d'intertextualité comme ça. Donc bon, voilà, tu t'es directement dans toute une imagerie de comment on peut envisager l'après-vie, en fait. On n'est pas sur le paradis ou l'enfer, on est juste sur un endroit où tu chasses l'autre et t'es chassé toi-même, quoi. Après, c'est vrai, la question qu'on a en droit de se poser aussi, c'est est-ce que le pays imaginaire existe vraiment? Est-ce que Peter symbolise pas justement le jeu et tout ça? Parce qu'il y a un truc qui m'a interpellé, et c'est dès le tout début du roman. C'est-à-dire qu'en fait, l'île, quand Peter n'est pas là, est littéralement en torpeur. En fait, c'est-à-dire que les enfants ne font rien, les pirates ne font rien, personne ne fait rien, l'île est littéralement endormie, et à partir du moment où Peter arrive et que les pirates commencent à le voir, en fait, limite ils le sentent, si je me souviens bien, la présence de Peter est sentie, et là, il amène de l'attention. Tout se réveille, voilà. Et ils commencent à se faire tirer dessus. En fait, dès qu'ils arrivent dans le pays imaginaire, l'action reprend, c'est-à-dire qu'on leur tire des boulets dessus et tout ça. Les enfants commencent à se réactiver. Et puis... Donc, voilà, moi, c'est la question que je me suis posée, c'est est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que c'est pas une grosse métaphore de l'imagination, tout ça? Est-ce que les enfants Darling sont vraiment partis? Est-ce que... Voilà, je sais pas. Ça, c'est une question, par contre. J'en ai aucune idée. Et ce qui était aussi très drôle par rapport à cette île de l'imaginaire, c'est que l'île en fait ressemble exactement à ce que les enfants ont imaginé à travers les histoires que racontait Wendy. Et ils y ont tout trouvé. Il y a un moment, on parle, comment dire, je crois que c'est Michel ou John trouve le petit louveteau que Wendy adorait jouer durant leurs histoires, et le louveteau y est. C'était John qui souhaitait le bateau pirate qui, je crois, qui a un trou dans sa coque ou quelque chose comme ça, qui faisait écho à une ancienne histoire. Et ben ce bateau se trouve sur l'île de l'imaginaire. Tout ce qu'ils avaient imaginé en amont dans leur chambre d'enfant se trouve sur l'île. Et j'ai trouvé ça vraiment très drôle que finalement l'imaginaire que les enfants avaient eu, en fait l'île se modelait vraiment à leur histoire. Et pour les pirates, leur nom, si je me souviens bien, peut-être pas à tous, mais pour une bonne partie, renvoie à d'autres histoires de pirates. Parce qu'en fait, c'est nourri par les récits que les enfants ont entendus, et ils projettent. C'est ça, mais je crois que Crochet était le quartier maître de Barbe Noire, il me semble. Ouais, il me semble avoir lu un truc comme ça aussi, ouais. Et le fait que Peter Pan soit le moteur de tout ça, et c'est un peu logique, ça revient un peu à ce que je disais au début par rapport à l'aspect un peu mythologique, mais plutôt l'aspect divin, on va dire, de Peter Pan. Alors déjà, il est immortel. Ensuite, Peter Pan, ça fait référence au personnage, alors c'est grec ou romain, je pense que c'est romain. Pan, non, ça doit être grec. Donc il y a une divinité de la nature, et c'est important, hein, de la nature. C'est une créature qui aime, comment dire, pas le chaos, mais voilà, ce truc un peu sauvage, etc. Il y a un aspect un peu du jeu quand même là-dedans. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je m'étais fait des notes par rapport à ça. Dans une autre nouvelle, on lui amène une chèvre à Peter Pan. En fait, il y a une enfant, je crois que c'est une enfant, qui imagine une chèvre et qui lui donne comme ça en imaginant. Et grâce à son imagination, Peter Pan obtient la chèvre, en fait. Elle devient réelle dans le monde de Peter Pan. Donc voilà, après, est-ce qu'il existe vraiment ou pas? C'est normal qu'il n'y ait pas de réponse, tout repose là-dessus finalement. Mais qu'est-ce que j'avais mis d'autre par rapport à ça? Non, c'était tout. C'est déjà pas mal, hein. Et oui, le fait, oui, que le monde n'est actif que quand lui il est là. Donc c'est lui le moteur. Et donc dans une idée de mythe, très souvent les dieux sont ceux qui donnent l'impulsion divine pour que la vie existe et son propre cycle, et voilà. Sans eux, il n'y a rien, quoi. C'est ça, c'est comme s'ils s'ennuyaient en fait, chacun de leur côté. C'est comme l'histoire du jeu, en fait, ils ont besoin d'être ensemble pour s'amuser. Et c'est pour ça que je suis pas surprise en fait que l'île est un petit peu inanimée sans la présence de Peter.
Parce que oui, je pense qu'il s'ennuie. C'est comme lorsque Peter est endormi donc dans leur maison sous terre, que Crochet arrive à trouver l'entrée et en fait qu'il voit Peter Pan endormi sur le lit. Et ben il hésite même à lui faire un petit coup tordu. Enfin, il se dit que, si je reprends un petit peu les mots précis, le fait de voir Peter Pan endormi sur le lit, ce fut dans cette attitude sans défense que Crochet le trouva. Il se tenait silencieux au creux de l'arbre, contemplant son mortel ennemi à l'autre bout de la chambre. Nul pétier n'allait donc attendrir ce cœur endurci. L'homme n'était pas entièrement mauvais. Il aimait les fleurs et la musique légère. Et pour être sincère, le caractère idyllique de la scène le remua profondément. S'il avait écouté la voix de son meilleur moi, il saurait remonter. Donc il culpabilise quand même de devoir faire du mal à Peter parce qu'il perdrait finalement son meilleur compagnon de jeu. Mais en même temps, le fait de voir cet air prétentieux sur le visage de Peter, qui l'a humilié un nombre de fois incalculable dans ses jeux, le pousse à empoisonner le verre qui se trouve à côté de Peter. Mais il y a ce petit moment de lucidité, c'est peut-être son caractère d'adulte qui prend le dessus. Mais moi, je vois plus finalement le compagnon de jeu qui se dit, si je tue Peter, j'ai plus de copains finalement avec qui jouer. Oui, puis en plus, Crochet, c'est quand même lui la figure adulte, la plus adulte de tout le roman, je trouve, enfin, au moins du pays imaginaire. Et il y a quand même une notion qui est assez marrante, c'est son rapport au crocodile qui fait tic-tac, 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 et qui représente vraiment le temps qui passe. Et lui, il meurt, alors que Peter, non. Et ça, j'ai trouvé quand même ça assez... c'est marrant parce que là on parle de mort quoi, mais je pense que ça symbolise vraiment le temps qui passe avec l'adulte qui s'approche de la fin de sa vie et donc de la fin peut-être des jeux, de l'imagination, de quoi qu'il en soit. Parce qu'il représente quand même Crochet, je trouve, la part d'adulte qui arrive quand même à s'amuser parce que il joue avec Peter, même si ça reste une guerre et que ça peut être mortel, il s'amuse quand même avec lui quoi. Donc ce que Barry veut nous faire comprendre, et là on est dans le message qu'il délivre tout au long du bouquin, c'est que même en tant qu'adulte on peut garder une part d'enfance même si on s'approche de la mort quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise derrière ça du coup? C'est beau. Voilà, bon ceux qui ont écrit coupez ce podcast, allez profiter, jouez. Tu vois, tous ceux qui sont en train d'écrire une thèse sur Barry, c'est plus la peine, hein, on a la réponse. Voilà, on arrête, merci, c'était sympa. Non, je te rejoins complètement. D'ailleurs, pour le coup, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur Barry et qui arrivent à peu près à la même conclusion. Et c'est logique. Et c'est ce qu'il y a de génial, et ça revient à ce qu'on disait un peu au début, c'est que ce que j'ai trouvé génial, moi, dans Peter Pan, c'est que même, en plus, en connaissant déjà un peu l'histoire et les thèmes, en fait, c'est hyper plaisant à lire. Alors moi, pour le coup, je l'ai lu en anglais, dans la version... c'est l'édition Oxford, donc c'est l'édition de base, on va dire. Et c'est hyper plaisant à lire, la langue est vraiment géniale, c'est pas trop compliqué, heureusement il y a un petit dico qui traîne par là, c'est pas bien, c'est pas mal. Et au-delà du plaisir du texte, il y a un jeu constant, c'est-à-dire que le jeu il est même dans la narration avec le lecteur, et qu'on arrive en fait à s'amuser à repérer des thèmes, à se dire tiens là il parle de ça, c'est assez drôle qu'il utilise telle manière, telle métaphore en fait pour nous expliquer un truc qu'on sait déjà, mais expliquer de telle façon, c'est rigolo. Ah là tiens il parle de maintenant voyons comment tuer un pirate, ça a un côté un peu drôle aussi, mais en même temps ça te renvoie à un truc grave également, et je pense que c'est un élément qui fait que c'est un classique, et que je pense qu'il traversera encore les âges. C'est que c'est un livre qui parle de choses que tout le monde peut vivre, et qui le fait de manière extrêmement simple et en même temps très riche. Ouais, moi pour rebondir sur ce que tu dis et donner mon avis quand j'ai refermé ça, c'est-à-dire que moi je pense que ça a fait l'effet inverse sur moi, c'est-à-dire que je l'ai lu plus avec mes yeux d'adulte qu'avec mes yeux d'enfant. C'est-à-dire que moi, ce qui en a transpiré le plus, c'est cette omniprésence de la mort, en fait. Et c'est pas que ça m'a gâché le bouquin, mais c'est que du coup, ça a vraiment assombri le tableau pour moi.
Je m'attendais vraiment à quelque chose de léger, à quelque chose peut-être d'un peu pas mutin, mais un petit peu espiègle en fait, si tu veux. Et cet y en a un aspect-là. petit peu. Et en fait, si tu veux, moi je suis pas arrivé à passer au-dessus parce que voilà, c'est le personnage de Peter, moi, qui m'a littéralement. Ah mais c'est un psychopathe, hein, Peter. C'est un psychopathe, en fait. C'est un ça, t'as névrosé. l'impression qu'il est fou, quoi. C'est ça. Ah ouais, non mais oui. Et moi, ça m'a littéralement transporté de l'autre côté de la barrière, en fait, si tu veux, qu'au lieu de voir ça d'un œil léger et tout ça, machin, c'est vraiment. Je me suis dit, ce gamin, putain, le pauvre, il est pas bien, hein. N'oublions pas qu'il en est là où il en est parce que c'est un des enfants qui a été perdu par sa nourrice. Et qu'au moment où il a voulu rentrer chez sa maman, la porte était fermée et il y avait un autre enfant qui l'avait remplacé. C'est ça, il y avait des barreaux aux fenêtres, voilà. C'est ça. Et ça peut expliquer ses penchants un peu... Bien sûr, non mais c'est clair, après j'ironise un petit peu, mais je pense que oui, si vraiment... Enfin, ça te traumatise un gamin, littéralement, ce genre de truc. Mais... voilà, moi c'est ce qui a transpiré le plus et c'était plus de la compassion vis-à-vis de Peter que j'ai ressenti, plus que voilà, l'esprit léger que j'aurais dû avoir. Et c'est quelque chose, quand j'ai refermé le bouquin, je me suis dit mais ça jamais je le lis à ma gamine. Pas pour l'instant, je lui conseillerais quand elle sera plus grande parce qu'il faut le lire, je pense qu'il est très important et que c'est un livre qui regorge de messages et d'images et de choses très importantes en fait. C'est un livre important et... Je pense que de tous les livres qu'on a chroniqués, limite depuis le début, c'est peut-être le plus épais pour moi en termes de thèmes très sérieux, en fait, celui-ci. Et c'est celui qui m'a le plus touché au point de me dire, putain, je me suis pas senti super bien. Mais après, voilà, au-delà de ça, ça reste un texte et une histoire très importante. Et voilà, quoi. Mais voilà, il faudrait le lire avec des yeux d'enfant plus qu'avec des yeux d'adulte. Merlin, toi ? Que dire, enfin, je te rejoins au niveau de ce que tu viens de dire. Je pense que je suis comme toi. Il y a mes yeux d'enfant qui comment dire, j'ai plus lu ce livre avec des yeux d'adulte plutôt qu'avec des yeux d'enfant, comme toi, notamment à certaines phrases assez brutales sur certaines descriptions qu'on a citées juste avant. Et finalement, on a fait la chronique de Bilbon et j'ai trouvé que finalement il y avait peut-être plus de merveilleux, de récits héroïques, il y a les animaux qui parlent, enfin voilà, d'avoir quelque chose de plus léger que Peter Pan. Et j'ai trouvé ça quand même assez fou parce que je mettais vraiment Peter Pan comme un conte destiné aux enfants. Et là, j'ai un petit peu changé d'avis en lisant le livre. Mais parce que je pense qu'avec Tolkien, on est vraiment dans le conte et qu'on a un personnage profondément bon contre un personnage, c'est peut-être ça, j'allais dire pas profondément méchant, mais c'est un petit bonhomme inoffensif qui va affronter juste un dragon, quoi. La personnification du mal pour lui. Et là, on est vraiment sur une quête du bien contre le mal, alors que là, on est quelque chose sur de totalement différent. Et puis, même si on est dans un pays imaginaire, on n'est pas dans un pays merveilleux. Parce que quand même, on a des enfants qui se font kidnapper par des pirates, attachés à un poteau, des enfants qui vont se faire empoisonner par un adulte. Des thèmes très sérieux en fait, hein, ni plus ni moins. Et même si dans Bilbon par exemple, dans le Hobbit, on parle de guerre, on parle de machins comme ça, moi je trouve qu'il y a des valeurs qui sont déjà peut-être plus profondément bonnes, entre gros guillemets, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, que dans Peter Pan où il y a quelque chose qui transpire en arrière-plan en fait. Dans Bilbon, tout ce qui est justement la guerre, il y a beaucoup de recul. Bilbon il participe pas à la guerre, il en est spectateur. Ouais. Alors que là... c'est pas la même échelle aussi, mais les personnages ils prennent tous part à la guerre, cette espèce de monde un peu bizarre où tout le monde a l'air un peu perché quand même, hein. Les pirates aussi, on en a pas trop parlé, mais exact, ouais. C'est des adultes, mais je sais pas si c'est des adultes indépendants à qui je confierais un travail, une maison et une famille, quoi. Enfin... Bon, déjà ils gèrent leur bateau. Heureusement qu'il y a Crochet pour veiller au grain, quoi, parce que sinon c'est un peu leur mère pour le coup. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est ça. Ou la figure paternelle un peu abusive, quoi. On peut le voir comme ça aussi, hein.
Oui, vrai. sur certains aspects, ouais, c'est clair. Mais peut-être que tout simplement ça parle de la maltraitance et des dangers que ça peut occasionner. Hein. Enfin, peut-être que Barry il a pas pensé comme ça, mais finalement, si tu le veux voir de cette façon-là, ça marche très bien aussi, quoi. Bon, est-ce qu'on a fait le tour ? Ouais, je pense qu'il faudrait encore au moins 1h30, 2 heures pour vraiment avoir toutes les clés du bouquin. En tout cas, moi, ouais, j'ai fait le tour de mes notes. C'était cool. Et je trouve qu'on a abordé les thèmes les plus en avant du bouquin, ouais. Ok. C'est ça, pareil. Bon, bah tant mieux, parce que moi j'avais plus rien à dire. Parfait. Bon, bah c'était bien cool de nous retrouver tous les trois, en tout cas, pour parler d'un super bouquin, ouais. D'un super bouquin au final, ouais, c'est ça. On peut que conseiller, hein. Alors ouais, vendu comme on l'a vendu, c'est-à-dire qu'on n'a pas abordé des trucs super Si vous enjoués. aimez l'humour noir, c'est pas mal. Ouais, voilà, exactement. Non, c'est, je pense qu'il faut le lire pour tout amateur et amatrice de fantasy, d'imaginaire, pardon. Puis ça parle à toutes les générations, donc... Oui, c'est vrai, en plus, ouais. C'est vraiment un livre intemporel. Et je serais curieux de lire la pièce, moi, pour voir un peu ce que ça donne, la différence. Parce que j'ai lu, du coup, une autre nouvelle qui était dans le bouquin que j'avais, qui est celle à Kennington Garden. En fait, comment Peter Pan devient Peter Pan, plus ou moins. Enfin, non, c'est comme... Je sais plus. Non, c'est une gamine qui devient... Non, c'est plus compliqué que ça. Non, mais c'est un autre bouquin, en fait. C'est un autre livre. Et ce qui est hyper intéressant, c'est l'intertextualité entre les nouvelles où il y a Peter Pan, en fait. Parce qu'il y a plein d'éléments qui se retrouvent. Bah, l'histoire du baiser, par exemple, et de... comment ça s'appelle ? C'est pas un pendentif, c'est un... Une noisette, non ? Oui, un bouton, un gland. Un bouton, ouais, moi la traduction... Alors c'est symbol en anglais, moi la traduction c'est que j'avais dé à coudre. Ouais, c'est ça. Ouais, mais si, je crois que c'est t'as ça. raison. Et en fait ça existe déjà dans cette nouvelle-là, et t'as d'autres trucs qui se renvoient. Enfin, l'explication sur les enfants perdus, elle est déjà plus ou moins dans le texte. Enfin, il y a plein de petites choses. Ouais, donc c'est très très riche, et je pense que lire un peu tout ce qui touche à Peter Pan, ça permet d'avoir aussi une vision plus globale de ce que Barry a essayé de faire avec ce personnage-là. Et d'ailleurs, il est beaucoup moins bizarre dans cette nouvelle que dans la nouvelle de Peter et Wendy. Ok. Bon, bah, de toute façon, on se retrouve, nous, de notre côté, dans 2 semaines. Vous pouvez retrouver Merlin sur les réseaux, comme d'habitude. Merlin, je te laisse dire où c'est qu'on peut te retrouver. Bah, toujours sur Insta, les gars. Toujours sur Insta. De notre côté, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux aussi. Peut-être un peu moins sur Instagram, hein, d'ailleurs. Mais très présent sur Twitter et aussi sur Facebook. Vous pourrez retrouver le podcast sur toutes les plateformes de streaming et tout ce qui a un flux RSS. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines. Lisez bien, lisez beaucoup. Et à très vite. Salut. À bientôt.